Bonjour et bienvenue. On va se plonger aujourd'hui dans une question qui pèse un peu sur tout le monde, j'ai l'impression. Cette accumulation de crises climatiques, alimentaires, énergétiques, économiques. On a l'impression d'être assailli de partout et on traite chaque problème séparément. Mais si tout ça, en fait, n'était que les symptômes d'une seule et même maladie. Si la faille était beaucoup plus profonde, au niveau de la structure même de notre système. C'est le postulat de départ, assez radical, du document qu'on explore aujourd'hui. Il s'intitule African Economic and Ecological Modernization Sphere, ou plus simplement African EAMS. Notre mission, c'est de décortiquer ensemble cette proposition. Et attention, on ne parle pas de petits ajustements ou de nouvelles taxes, non. On parle d'une reconfiguration complète de la manière dont on lit l'écologie, l'économie, la finance et même l'idée de souveraineté. On va donc regarder ça de plus près. C'est quoi concrètement ? Comment ça pourrait marcher ? Et surtout, qu'est-ce que ça changerait ? En effet, le point de départ du document, c'est de dire que tous nos efforts actuels, même les plus ambitieux, comme les accords de Paris ou les grands plans de financement vert, ils se heurtent à un mur invisible, une limitation structurelle comme ils l'appellent. On essaye de mettre des rustines sur un système qui est au fond conçu pour produire les crises qu'on essaye de résoudre. On traite les conséquences, jamais la cause. L'analyse qu'on va faire plonge donc au cœur de la machine pour comprendre la nouvelle logique qu'il propose. Ok, l'idée de départ est forte. Une seule crise systémique qui se cache derrière tout le reste. Allons-y, plongeons dans la mécanique de cette pensée. Par où le document commence-t-il à déconstruire notre modèle actuel ? Quel est le diagnostic précis ? Alors, le diagnostic tient en une phrase. La séparation historique, presque schizophrénique, entre l'économie et l'écologie. Depuis la révolution industrielle, on a construit un système économique qui traite la nature de deux manières. Soit c'est un entrepôt de ressources inépuisable. Soit c'est une poubelle. Soit c'est une poubelle illimitée pour nos déchets, exactement. C'est une externalité, un décor, mais jamais un acteur central de l'équation économique. Et le document insiste sur une conséquence de ça, qu'il appelle la crise invisible. Exactement, la dégradation des terres et des sols. C'est invisible parce que ça ne fait pas les gros titres comme un ouragan ou une canicule. C'est un processus lent, silencieux. Mais le texte le présente comme le moteur central de nos plus grands problèmes. L'insécurité alimentaire, bien sûr, mais aussi l'émigration forcée de millions de personnes qui ne peuvent plus cultiver leurs terres et les conflits qui en découlent pour l'accès à l'eau et aux ressources. C'est un pan crucial. Ça me fait penser à ces chiffres un peu fous qu'on voit sur les marchés financiers. Des valorisations qui n'ont plus aucun lien avec ce que l'entreprise produit réellement. Le document dit que c'est la même logique qui s'applique à l'échelle de la planète. On a une économie financière qui flotte, complètement déconnectée de la réalité physique de nos écosystèmes. C'est tout à fait ça. La source identifie 3 conséquences directes de cette déconnexion. D'abord, ce qu'ils appellent l'épuisement sans régénération. On pompe les ressources, que ce soit l'eau des nappes phréatiques ou les nutriments des sols, bien plus vite qu'elles ne peuvent se reconstituer. D'accord. Ensuite, la croissance sans résilience. On peut avoir des chiffres de PIB qui augmentent, tout en fragilisant les fondations de notre survie à long terme. C'est comme construire un gratte-ciel de plus en plus haut sur des fondations qui s'effritent, quoi. C'est une bonne image. Et enfin, comme vous le disiez, la richesse sans ancrage physique, où des milliards peuvent être créés ou détruits en une seconde sans qu'un seul grain de blé de plus n'ait été produit. Vu comme ça, on comprend mieux pourquoi les politiques climatiques traditionnelles patinent. Elles essayent de verdir un système qui, dans son ADN, est programmé pour faire l'inverse. D'accord, le diagnostic est clair, le système est cassé. Mais diagnostiquer, c'est souvent la partie facile. Quelle est la cure que ce cadre EMES propose ? Alors, au lieu de proposer une énième technologie ou un nouveau mécanisme de marché, le document propose de changer les règles du jeu. Et il le fait en se basant sur 3 principes fondateurs. Et ce sont des principes qui vraiment renversent la table. Je suis curieuse de voir ça. Quels sont-ils ? Le premier principe, et c'est sans doute le plus radical, c'est de considérer la nature comme une infrastructure. Attendez, ça change complètement la perspective. Quand on pense infrastructure, on pense pont, route, fibre optique, des choses en béton et en acier, construites par l'homme. Là, le document nous dit qu'un écosystème fonctionnel, une forêt qui régule le cycle de l'eau, un sol vivant, c'est un actif stratégique. Au même titre qu'une autoroute ou un port. Exactement. C'est une révolution comptable en fait. Oh oui.
C'est cesser de voir la nature comme un décor et commencer à la gérer et à investir dedans comme l'infrastructure la plus précieuse et la plus productive que nous ayons. Le deuxième principe découle du premier. Voir le carbone comme une ressource gérée. Ah, et plus seulement comme un polluant. Voilà. Aujourd'hui, on le voit uniquement comme un déchet dont il faut se débarrasser. Donc, on arrête de le voir juste comme un ennemi à abattre? Précisément. On le considère comme un flux de matière. Le carbone, c'est la brique de base de la vie. L'idée est donc de le gérer activement, le retirer de l'atmosphère où il cause des dégâts et le réinjecter là où il est utile, principalement dans les sols et la biomasse, pour les rendre plus fertiles. D'accord, c'est une gestion de cycle, c'est ça? Et enfin, le troisième principe, une finance ancrée dans la réalité physique. Fini la spéculation déconnectée. Chaque outil financier, chaque investissement doit être directement et de manière vérifiable lié à un résultat physique mesurable. Comme concrètement, 1 hectare de terre dont la teneur en carbone organique a augmenté de X%, ou une quantité précise de biomasse produite, ou 1 mégawattheure d'énergie renouvelable générée. Le lien doit être direct, transparent et infalsifiable. D'accord? La philosophie est puissante, le carbone comme ressource, mais ça reste des grands principes. J'imagine que le diable se cache dans les détails. Concrètement, si un pays voulait appliquer ça demain, par où commencerait-il? Comment on traduit ça en action? C'est là qu'on entre dans l'architecture pratique. Le document décrit 2 systèmes complémentaires, deux moteurs qui fonctionnent en tandem. Le premier s'appelle émission zéro globale. Émission zéro globale. Ça sonne un peu comme les programmes de compensation carbone qu'on connaît déjà, où une entreprise finance un projet pour annuler ses émissions. C'est ça? Pas du tout. Et la distinction est fondamentale. Les compensations classiques sont souvent critiquées pour leur manque de transparence, leur efficacité. Ici, on parle de traiter l'élimination du carbone atmosphérique comme une infrastructure publique, au même titre que la production d'électricité ou la gestion de l'eau. D'accord. Le système s'appuie sur la culture à grande échelle de plantes à biomasse à croissance très rapide, et le document insiste bien, elles ne sont pas génétiquement modifiées. Ces plantes sont de véritables pompes à CO2. Et une fois qu'on a cette biomasse, on en fait quoi? On la laisse juste se décomposer? Non, et c'est là qu'intervient la technologie. Cette biomasse, elle est transformée via des procédés thermochimiques. Ok. Pour simplifier, c'est une sorte de cuisson à très haute température et sans oxygène. Un peu comme un barbecue high-tech, si vous voulez. Ça permet de décomposer la biomasse en 2 produits principaux. D'une part, de l'énergie renouvelable et d'autre part, du biochar. Du biochar? Oui, c'est une forme de carbone extrêmement stable qui peut être stockée dans les sols sur des milliers d'années. Et au passage, ça améliore leur fertilité. Ah, c'est très malin. Donc, au lieu que l'action de retirer du carbone de l'air soit un coût net pour la société, ça devient une activité qui produit de la valeur. Vous avez mis le doigt dessus. Ça transforme une dette écologique en un actif économique. Pour un État, c'est une petite révolution. Ça élimine ce dilemme qui paralyse tant de politiques, devoir choisir entre le développement économique et la responsabilité climatique. Ici, les deux deviennent les 2 faces d'une même pièce. L'activité de dépollution génère de l'énergie, de la fertilité et même des revenus. Exactement. D'accord, ça c'est pour la partie gestion du carbone. Mais le document parlait de régénérer des écosystèmes entiers. C'est le 2e volet, j'imagine, le système Oasis. Et là, j'anticipe la critique, on ne parle pas juste de planter des arbres en rangée, j'espère. C'est exactement la critique que le document anticipe et à laquelle il répond. Le système Oasis, il est décrit comme une architecture de restauration à l'échelle d'un territoire. L'objectif n'est pas seulement de planter des arbres, mais de restaurer les fonctions écologiques fondamentales. La capacité du sol à retenir l'eau, les cycles des nutriments, la biodiversité. Et comment on fait ça? Eh bien, la méthode est contre-intuitive. La priorité absolue est donnée à la reconstruction de la biologie et de la structure du sol, avant même l'expansion à grande échelle de la végétation. On répare les fondations avant de construire la maison. C'est tout à fait ça. Vous parlez de boucles de rétroaction qui rendent le système autonome. Ça peut paraître un peu théorique. Est-ce qu'on peut prendre un exemple concret? Comment ça marche? Bien sûr. Imaginez une zone aride, presque désertique. On commence par travailler le sol pour y réintroduire de la matière organique, des micro-organismes. Ce sol, plus riche et vivant, il se met à retenir beaucoup mieux l'eau des rares pluies, au lieu qu'elle ruisselle et s'évapore immédiatement. D'accord. Cette humidité stockée dans le sol permet à une végétation plus dense de s'installer. Cette végétation, par son évapotranspiration, relâche de l'humidité dans l'air local. C'est qui augmente les chances de formation de nuages et de nouvelles pluies.
Voilà, c'est ça, la boucle de rétroaction positive. Le sol amélioré aide les plantes, qui aident à créer de la pluie, qui à son tour aide le sol et encore plus de plantes. Donc, à un certain point, le système, il s'emballe positivement et s'auto-entretient sans aide extérieure. Exactement. Le but est d'atteindre un point de bascule écologique, un seuil où la régénération devient auto-renforçante. Et permanente. C'est la grande différence avec beaucoup de projets de restauration qui nécessitent une maintenance constante. Ici, le système ne fait pas que s'adapter passivement au climat, il contribue activement à le façonner. Les écosystèmes sains créent leur propre climat, en quelque sorte. C'est l'idée, c'est fascinant, mais tout ça est extrêmement ambitieux et ça soulève une question énorme. Comment on finance? Comment on gère? Comment on vérifie des processus aussi complexes? Et c'est là que le document introduit un terme qui, je l'avoue, fait un peu peur et allume tous mes voyants rouges, la tokenomics. Oui, et il faut tout de suite désamorcer la bombe. Le document est très clair là-dessus. Il ne s'agit absolument pas de créer une nouvelle crypto-monnaie spéculative type Bitcoin. Non, c'est présenté comme une infrastructure publique numérique, un outil de comptabilité et de gouvernance. Permettez-moi de jouer l'avocate du diable une seconde. L'intention est une chose, mais l'histoire nous a appris que dès qu'on crée un jeton numérique, le risque de spéculation, de fraude, il est énorme. On l'a vu avec les déboires du marché du carbone. Comment le système se protège-t-il concrètement de ça? C'est la question centrale. La protection vient du troisième principe qu'on a évoqué, l'ancrage obligatoire dans la réalité physique. Un jeton dans ce système n'est pas une entité abstraite dont la valeur fluctue. C'est une représentation numérique, un certificat de propriété si vous voulez. Un certificat de quelque chose de réel. D'un actif réel, physique et vérifié, par des capteurs de terrain, des drones, des satellites. Par exemple, ce jeton peut représenter 1 tonne de carbone stocké dans ce lopin de terre précis, vérifié le telle date. Il n'a de valeur que parce qu'il représente quelque chose de tangible. Donc c'est plus un registre notarié numérique qu'un casino financier. C'est une excellente analogie. Et l'intérêt pour un État, il est immense. Le document met en avant 3 avantages clés qui renforcent la souveraineté. Ah oui. Premièrement, la transparence fiscale. Chaque création de valeur est enregistrée à la source. Ça simplifie radicalement la collecte de l'impôt et ça permet de formaliser l'économie informelle. Deuxièmement, l'intégrité financière. Des flux traçables de bout en bout rendent la corruption, le blanchiment beaucoup plus difficile. Oui, forcément. Et troisièmement, la résilience économique. En ancrant le système fiscal sur la production physique nationale, un pays réduit sa dépendance aux intermédiaires financiers externes. Et donc sa vulnérabilité aux sanctions, à la spéculation. Exactement. Et le point crucial, c'est qu'il est conçu pour être géré par les banques centrales et les lois nationales. C'est un outil de gouvernance, pas de dérégulation. D'accord, c'est plus clair. On a l'architecture écologique, l'architecture numérique, mais tout ça, ce sont des grands systèmes. Revenons à l'échelle humaine. Qu'est-ce que tout cela signifie pour un agriculteur, pour une famille, pour une communauté locale? Car c'est bien ça l'objectif final, non? Absolument. Et le cadre EMS place la sécurité alimentaire et la stabilité sociale non pas comme des bénéfices secondaires, des retombées positives, mais comme des objectifs centraux, directs. Le lien est très concret. Des terres restaurées, dont la fertilité a été régénérée, redeviennent productives. Ça permet de constituer des réserves alimentaires nationales, de sortir de la dépendance aux importations. Et pour l'emploi, j'imagine que ça crée du travail. Ça génère des millions d'emplois durables en milieu rural, dans la gestion des écosystèmes, l'agriculture régénératrice, la production de biomasse. En faisant ça, on s'attaque directement aux causes profondes des migrations et des tensions sociales. Donc si je reformule, ce n'est pas un système qui produit de la richesse d'un côté et ensuite on utilise une partie de cette richesse pour financer un filet de sécurité sociale, comme un pansement. Exactement. Le concept de clé, ici, c'est que la sécurité sociale est intégrée dans le système productif lui-même. On ne redistribue pas les miettes après coup. On construit la capacité des gens à subvenir à leurs besoins de manière durable grâce à la régénération de leur propre environnement. On dissout les faux dilins, c'est ça. Le but, tel que le document le présente, est de dissoudre ces faux dilemmes qu'on nous impose constamment. Choisir entre l'environnement et le développement, entre la stabilité et l'inclusion. Ici, la régénération des sols devient la base de la régénération sociale. Pour résumer, si on prend un peu de hauteur, l'idée maîtresse d'Afrikani Rems, c'est un changement de paradigme complet. On passe d'un modèle d'économie basé sur l'extraction
extraire des ressources, extraire de la valeur, à un modèle fondé sur la régénération. Le document va même plus loin, il ne présente pas ça comme un simple projet, mais comme une doctrine. C'est un mot fort ça, un nouveau principe directeur pour la gouvernance. Oui, et les implications redéfinissent la notion même de souveraineté. Selon cette doctrine, la vraie souveraineté, à notre époque, ne se mesure plus seulement en termes de puissance militaire. Ou de réserve de change, exactement. La vraie souveraineté, c'est la capacité d'un État à assurer les bases de sa propre existence. Régénérer ses terres, sécuriser son alimentation, son énergie. L'objectif final, ce n'est pas l'isolement ou l'autarcie, mais de passer d'une dépendance subie à une interdépendance coopérative. C'est-à-dire ? Où les États peuvent interagir sur la scène mondiale à partir d'une position de force, de résilience et de stabilité intérieure. Le document se termine sur une phrase qui est presque un avertissement. Elle m'a vraiment marqué. L'histoire ne demandera pas si nous savions, elle demandera si nous avons agi. Ça laisse une question essentielle en suspens, une question pour la réflexion. Si ce diagnostic d'une crise systémique est juste, si notre modèle actuel nous conduit vraiment dans le mur, qu'est-ce que ça implique pour nos dirigeants et nus ? Qu'est-ce que ça change quand on réalise que la régénération de nos écosystèmes n'est plus seulement un idéal environnemental, mais peut-être la condition même de la survie et de la continuité de nos sociétés ?